Bonsoir. Bonsoir. Alors, je rappelle que je vous ai déjà reçu sur ce plateau. On avait parlé d'un autre sujet, mais pas tous ensemble. Je vais commencer par vous. Hortense Carbillet, je rappelle que vous êtes docteur en pharmacie. Vous êtes là à double titre. D'abord parce que vous, très souvent, allez au Cameroun, mais également parce que vous êtes une citoyenne un peu différente de ce qu'on nous décrit des Camerounais et des Camerounaises de la diaspora. Donc, vous êtes venu faire entendre votre voix sur ce sujet-là. Louis Kemayou, je rappelle que vous êtes président du Club de la presse africaine en France. Bienvenue. Merci. Émile Boyogueno, je rappelle que vous êtes sociologue, mais vous êtes également historien. Bienvenue. Merci. Vous avez écouté tous les trois le discours du chef de l'État mardi 10 septembre. Qu'est-ce que vous avez pensé rapidement du discours du chef de l'État? Je vais commencer par vous. Hortense, honneur aux femmes. Oui, bonsoir Karine, merci de m'inviter une fois de plus sur votre plateau. Moi, j'attendais vraiment ce discours avec impatience. Ça faisait 2-3 ans que j'attendais que le chef de l'État s'exprime sur le sujet principal qui nous préoccupe au Cameroun, notamment le NOSO. Et donc ce discours m'a satisfait à 2 titres, parce qu'en fait, le chef de l'État, il a choisi la voie de l'apaisement. Il a essayé de rassembler les Camerounais pour qu'on s'oriente vers le même objectif, celui qui est le Cameroun en paix, le Cameroun uni. Il a aussi choisi la voie, cette fois-ci VOX, de la résolution des conflits de manière pacifique. Donc moi, j'étais complètement ravie. Je l'ai attendu avec impatience depuis le samedi où c'était annoncé et où il y a eu un petit glissement de date. Très bien. Émile Boyogueno. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser de tel discours? On peut dire qu'il arrive... Alors, il y a plusieurs aspects sur le bilan, des actions conduites pour résorber la crise dite anglophone. C'est un bilan partiel, c'est un bilan partiel un peu complaisant. On pourrait aller plus loin dans le bilan et examiner également ce que cette commission pour le bilinguisme a véritablement effectué depuis, parce que c'est une commission qui pompe quelques deniers publics, donc il est bien qu'il rende un petit peu compte. Donc le bilan ne parle pas d'eux, donc c'est un bilan partiel. Maintenant sur l'annonce du dialogue, c'est une belle initiative qui pêche peut-être par son côté tardif et qui semble démontrer que on est dans une multiplication de rustines au sens de solutions précaires, partielles, voire parcellaires pour un problème qui est plus profond que cela. Et ça donne en fait finalement le sentiment que il faut sortir d'une forme d'auto-gratification quand on trouve une solution à cette question anglophone et qu'on se précipite pour la communiquer. Donc peut-être qu'il faut aller encore plus loin. Chaque fois qu'on a le sentiment d'avoir trouvé la panacée pour résorber cette crise, il faut encore creuser. Si toutes ces solutions avaient été envisagées plus tôt, peut-être qu'on n'en serait pas là. Donc ça dit peut-être qu'il faut éviter les rustines, des petites solutions et voilà, donc il y a du bien, c'est une belle initiative, l'annonce fondamentale, c'est une initiative intéressante, avec des risques, on évoquera cela, mais c'est des rustines et ça donne un peu le sentiment qu'on improvise. Une gouvernance par improvisation, une gouvernance qui semble un petit peu, au fil de l'eau, se réorienter, peut-être qu'on peut faire mieux. Donc il faut sortir d'une forme de gratification, c'est-à-dire non, on a trouvé maintenant la solution avec ces places pour des fonctionnaires anglophones, avec le common law, avec le WADA, avec la création de cette division judiciaire qui s'occupe des questions anglophones, du common law. Par contre, il faut toujours se dire, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux sur tel autre aspect, parce que la question du dialogue, au fond, on va dialoguer, mais est-ce que c'est pas un peu tard pour dialoguer? Comment est-ce qu'on va dialoguer? Ça, c'est l'autre grande question. C'est très bien que ce dialogue soit précédé par une série de consultations. Le dialogue est supposé être inclusif, les forces politiques sont supposées être consultées. Il serait aussi bien que les sociétés civiles soient consultées, les sociétés civiles, parce qu'elles sont nombreuses, pour que ce soit vraiment inclusif. Et enfin, il aurait été bien que l'annonce nous dise les conditions par lesquelles le contenu du dialogue sera utilisé et quel est le parcours législatif qu'il aura pour avoir une force de loi plus tard. Très bien. Voilà. Louis?
Ben, moi, je pense que ce discours, il était attendu pour des tas de raisons. Et je pense que la première chose qu'il faut dire, c'est déjà que c'est un soulagement, qu'on en arrive à se convaincre tous qu'il est nécessaire de dialoguer quand il s'agit du Cameroun. Parce que le Cameroun n'est pas éternel encore. On est dans une crise qui est à la fois une crise de gouvernance et une crise de confiance. Gouvernance parce que les résultats des élections d'octobre dernier ont été contestés. C'est un fait. Mais ils n'ont pas été contestés uniquement parce que les résultats proclamés ne correspondaient pas aux attentes de tout le monde. Ils ont été contestés parce que le contexte dans lequel ces élections étaient organisées ne permettait pas une participation sereine de tous les Camerounais. Et donc, on a tenu une élection présidentielle dans laquelle l'impression a été donnée que malgré la crise, ce qui comptait le plus, c'était qu'on ait un président et que ce président, une fois élu, règle les problèmes. Ça lui a pris le temps que ça a pris, 3 ans très précisément, pour qu'aujourd'hui, enfin, on comprenne que ce n'est pas par la militarisation qu'on va résoudre cette crise dans les zones dites anglophones du Cameroun, parce qu'avant d'être anglophone et francophone, on est d'abord camerounais. On a été des entités qui ont existé avant la colonisation. Et donc, il faut que cela soit perçu dans ce que les Camerounais reçoivent de leur chef de l'État. Et malheureusement, ce n'est pas ce que j'ai ressenti en écoutant ce discours. La deuxième chose, c'est que dans le domaine du symbole, il était important pour le chef de l'État de s'adresser aux anglophones au moins une fois dans la langue anglaise. Il le fait souvent. Ils ont précisé au début de son discours que ce sera retranscrit en langue anglaise. C'est ce qui se fait tout le temps quand il fait un discours. Mais là, on est dans des circonstances exceptionnelles. On pouvait exceptionnellement faire un discours du président en anglais, traduit en français par la suite. Je pense que dans le symbole et dans la calinothérapie qu'exigeait cette crise, ça aurait été un symbole assez fort. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est passé. La troisième chose, c'est que quand on fait un dialogue sur la forme de l'État, parce que c'est la forme de l'État également qui est affectée par cette crise, il est important d'avoir autour de la table tous les acteurs politiques. Quand un pays est en situation difficile, il s'arrange pour que toutes les forces politiques apportent leur contribution à la réflexion. Et là, il n'y a pas de camp d'opposition ou de gouvernement. Ce sont toutes les forces politiques qui doivent, c'est même pas une option, qui doivent apporter leur contribution. Et je pense que l'autre péché qu'il y a eu dans ce dialogue, dans cet appel au dialogue, c'est que le président n'a pas assez montré qu'il tendait la main et qu'il l'ouvrait entièrement à toutes les contributions. N'oublions quand même pas que quand la crise a commencé, comme l'a rappelé le président dans son discours, les revendications étaient corporatistes. Et donc, ce ne sont pas tous les ressortissants du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui ont pris les armes. Et donc, de mon point de vue, si le président, pour montrer sa bonne foi, avait fait libérer tous les militants qui ont été arrêtés, mais qui n'avaient pas d'armes, ça aurait été un vrai appel au dialogue. Et donc, en attendant, dans son discours, il dit quand même qu'il appelle effectivement aux personnes armées à rejoindre des comités de désarmement et qu'il n'y aura aucune poursuite judiciaire. Donc est-ce que finalement, c'est pas la mentance? Je voudrais préciser autre chose, c'est que il a manqué de la compassion dans ce discours. Quand je parle de calinothérapie, bien sûr qu'il faut montrer à nos frères anglophones qui ont quand même, à la différence de beaucoup de Camerounais, choisi de devenir Camerounais. C'est au terme d'un référendum qu'ils nous ont rejoints. Il fallait leur montrer qu'on les aime. Je ne sais pas si ça a été assez fait. La deuxième chose, c'est qu'il fallait aussi rendre hommage à toutes les personnes qui sont tombées, aussi bien les forces de défense et de sécurité que les populations civiles. Il me semble qu'il a fait ça au début de son discours. Non, j'ai pas l'impression. Non, il n'a pas rendu hommage. Je pense que c'est un peu dommage que là nous soyons à refaire, je vais juste terminer là-dessus. Je pense qu'il aurait dû, parce que ici, quand il y a un attentat, et quand je dis ici, c'est dans les pays occidentaux, quand il y a un attentat, on rend hommage aux personnes qui sont tombées. En l'occurrence les policiers ou les militaires. Et là, je n'ai pas cru déceler dans le discours du président un hommage rendu à ces soldats qui sont tombés, encore moins un signe de compassion en direction des populations civiles qui n'ont rien demandé, mais qui ont perdu leur vie, leurs biens, et qui pour la plupart se trouvent aujourd'hui en situation de déplacés intérieurs ou d'exilés par rapport au Cameroun. C'est important de dire toutes ces choses-là parce que c'est tout ça qui participe à la réconciliation et à la cicatrisation des blessures nées de la crise. Très bien, j'aimerais juste qu'on avance un tout petit peu. Vous savez qu'on est pris par le temps. On a noté un fait assez intéressant. Le président de la République parle beaucoup de la diaspora, même si, à un moment donné, il accuse aussi plusieurs personnes de la diaspora d'être un tout petit peu des leaders autoproclamés sur les réseaux sociaux. Je voudrais qu'on revienne là-dessus, sur justement
ce qu'est la diaspora camerounaise aujourd'hui. Est-ce que vous ressentez qu'il y a une diaspora camerounaise qui est autoproclamée leader politique sur les réseaux sociaux? Hortense. Oui, moi, en fait, je pense qu'il y a plusieurs types de diaspora en ce moment au Cameroun. Parce que quand on regarde même la définition classique de la diaspora, pas besoin de faire Sciences Po ou être un très grand journaliste pour le comprendre. Ce sont des populations qui sont déplacées de leur pays pour aller quelque part et qui ont dans l'idée de faire développer leur pays. Moi, je ne me reconnais pas dans la diaspora qu'on décrit aujourd'hui, la diaspora camerounaise qui vit en France, je ne me reconnais pas dedans, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs groupuscules comme ça qui s'autoproclament sans aucune légitimité, avec des leaders qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas connus du tout, et qui ont sans doute des revendications qui sont valables, ça je ne sais pas, mais moi je ne me reconnais pas dans cette diaspora, parce que nous autres de la diaspora, et je devrais rappeler quand même, nous sommes presque 100 000, un peu plus de 100 000 Camerounais en France, entre ceux qui ont leur carte de séjour, ceux qui ont la nationalité et les sans-papiers. Et il y a un petit groupuscule de 200-300 personnes qui font beaucoup de bruit. Bon, vous savez, les casseroles vides, ça fait toujours beaucoup plus de bruit que les casseroles pleines, celles qui sont où on mijote des méfins comme ça pour essayer de nourrir l'être. Et vous voyez que quand on fait le ratio de 200 sur 100 000, ça représente peanuts. Nous sommes la diaspora constructive, la diaspora des intellectuels, la diaspora des chômeurs, la diaspora des gens qui ont envie que le Cameroun avance aujourd'hui et que le Cameroun avance en paix, uni, comme le président de la République l'a bien demandé. Nous sommes la diaspora qui supportons, en fait, qui soutenons les initiatives positives du gouvernement. On ne dit pas qu'on est tout à fait d'accord, que le Cameroun va très bien. On est très, très conscient qu'il y a des problèmes au Cameroun aujourd'hui, mais il faut saluer les efforts qui sont faits. Le président a pris certes le temps aujourd'hui de réfléchir sur les solutions apportées sur un problème majeur. Moi, je reviens du Cameroun, ça fait une semaine. J'ai vu des populations déportées de leur village pour aller dans des départements voisins qui vivent dans des conditions d'une certaine précarité. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Et quand on m'a dit que le président devait tenir un discours pour essayer de trouver une solution à cette crise, j'ai dit alléluia. Enfin, on pense à ces gens-là et on essaie. Nous, on soutient aussi. Il faut soutenir. Nous, la diaspora, nous sommes là pour soutenir les actions positives qui amènent le Cameroun vers l'avant. Il faut soutenir la personne que le président a choisi, notamment le Premier ministre Dion Ngouté, qui est un très fin diplomate, qui a l'expérience de la négociation et qui est un rassembleur, parce que bon, il a été très longtemps ministre du Commonwealth, il a défendu les intérêts du Cameroun à travers le monde. Moi, je pense que le président a bien réfléchi en amont pour essayer d'apporter une solution sur un problème qui nous tient tous à cœur, parce qu'il est important. Honnêtement, non, mais on la laisse finir. Alors, je voudrais... Compte tenu de ce que vient de dire Hortense, j'aimerais que l'on revienne sur les propos du chef de l'État. Quand on a préparé cette émission, il y a plusieurs personnes qui nous ont parlé de diaspora constructive, de force constructive. Est-ce que selon vous, je m'adresse donc à Louis et à Émile, est-ce que ce sont des éléments de langage et c'est uniquement de la communication? Est-ce qu'il n'y a pas réellement une diaspora qui, elle, se dit constructive? Alors, il y a des diasporas, parce qu'il y a plusieurs vagues de diaspora. On peut prendre l'affaire de plusieurs points de vue. D'un point de vue historique, il y a plusieurs vagues de diaspora, donc plusieurs vagues d'exil migratoire qui ont conduit certains individus à arriver à l'étranger. D'une part. D'autre part, au sein même d'une même cohorte, d'une même génération d'individus, de migrants camerounais, il y a plusieurs catégories d'individus. Madame a essayé d'en décliner quelques-uns, mais il ne faut pas avoir l'arrogance de penser que parce qu'on est diplômé, les autres qui sont arrivés par le désert valent moins mieux. Non, elle a parlé aussi de ceux qui... Elle a parlé aussi des chômeurs, etc. Oui, Et ils sont chômeurs. Voilà, non. Il y a même... Non, il y a autre chose aussi. Et je vois, il y a des métiers dont on ne parle pas, mais qui existent. Cette diaspora-là existe. La question n'est pas là-dessus. La question, c'est sur comment la diaspora est perçue. Il y a un défaut de perception de la diaspora par les populations restées, notamment une catégorie de nos concitoyens, enfin de Camerounais qui vivent au Cameroun, c'est que cette diaspora est constituée, est toujours teintée, est du moins toujours associée aux personnes qui se réjouissent des malheurs du régime.
voilà, pour ne pas dire des opposants, dire que la Mais diaspora... quand le chef de l'État précise quand même qu'il Oui. y a des personnes de la diaspora qui encouragent, qui envoient de l'argent, qui sont derrière effectivement un certain nombre de comptes pour être des leaders autoproclamés sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire que ça vient déstabiliser le régime. Est-ce que vous entendez que juste il y a une diaspora qui n'est pas une bonne diaspora? Non, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise diaspora. Il y a une diaspora qui a ses objectifs, qui a son agenda, en face d'un régime aussi qui a son agenda. Donc, on est ici, on n'est pas ici encarté, on intervient ici, pas ex cathédrale, on n'a pas de chair, mais on intervient ici, on va dire, avec une relative objectivité, ou du moins une neutralité tant qu'on peut en avoir en tant qu'être humain. Et de ce point de vue-là, on n'a pas... il y a un agenda, chaque individu a son agenda. Il y en a qui ont un agenda, celui de déstabiliser, ou un agenda politique. Le régime a son agenda, chacun suit son agenda. Pour moi, c'est un aspect mineur de ce discours, au fond, hein, le rôle de ces diasporas. C'est un aspect mineur. Ce qui est fondamental, c'est ce qui est proposé. On a un pays qui va relativement mal. Hein. S'il n'y avait pas de crise, il n'y aurait pas eu de prise de parole. Donc, le fait de prendre la parole est déjà la reconnaissance, la prise de conscience d'un état de crise. Mais il faut saluer cet effort, là. Excusez-moi. Il faut saluer cet effort, là. Mon rôle n'est pas de saluer des efforts. Mon rôle est de dire ce que l'effort veut dire. Mon rôle est de rendre compte de ce que l'effort traduit. L'effort traduit une prise de conscience de crise. Premier point. Second point, mon rôle est d'examiner les solutions proposées. La solution, c'est un dialogue dit national. Mais j'ai envie de dire que le mot dialogue national est triqué pour désigner ce dialogue-là, parce que le dialogue est transnational au fond, parce que les diasporas sont impliquées. Et ça, c'est une excellente démarche. Ça n'a pas toujours été le cas. Les individus dans la diaspora alors, ont une participation politique résiduelle, ridicule, toute menue. Ils ne peuvent que participer aux élections présidentielles. Donc, c'est un dialogue transnational pour le coup, et c'est intéressant de ce point de vue. Sauf que je trouve que le temps pour l'organiser est réduit. Pour consulter toutes les populations camerounaises, de l'intérieur, de l'extérieur, le temps est court. Ça va se dérouler sur une semaine, je crois que c'est du 27 septembre au 4 octobre, à tout casser. 30 au 4. Voilà, merci. Ça me semble court pour consulter toutes les forces vives de la nation, pour que dans chaque quartier, chaque arrondissement émane une idée qui permettra de résorber à la fois la crise dans les deux provinces du Nord et du Sud-Ouest, mais au-delà également, et c'est bien précisé dans le discours, hein, et au-delà. Mais il y a des outils qui ont été proposés en fait, hein, pour permettre justement, on laisse rapidement Émile, parce que je voudrais passer la parole à finis là-dessus. Donc, sur la diaspora, donc c'est un dialogue transnational. Oui, c'est un dialogue transnational qui permet quand même une participation. Alors, par contre, les délais sont courts. Pour que tout le monde parle, pour qu'on récolte toutes les données de tout le monde. C'est très court pour préparer, parce que la préparation est un élément fondamental de la réalisation de l'opération. Il y a une semaine de consultation des différentes catégories d'individus, à la fois intérieur, extérieur, il y a des forces et des puissances étrangères qui sont consultées, loin leurs représentants. Ça me semble un petit peu court. Et la difficulté qu'on a, c'est, ok, qui va en assurer la neutralité? C'est mon rôle d'examiner cela, madame. Qui va assurer? Quelle est l'autorité transversale qui, par-delà les forces politiques qui s'opposent, du pouvoir et de l'opposition, et la société civile éventuellement, qui va assurer la neutralité d'un tel dialogue? Y a-t-il un haut comité qui présidera, qui en assurera la neutralité, de façon à ce que les travaux, la restitution des travaux, soient fidèles au contenu de ces travaux? Et enfin, comment ces travaux, du moins sous contenu de ces travaux, sera utilisé pour créer des lois relativement contraignantes et parvenir aux solutions qui ont été assignées, remplir les ambitions qui ont été assignées à ce dialogue-là. Ça, ce sont les questions qu'il faut examiner. Ça n'a pas été examiné, ce n'est pas précisé, et c'est un flou qui donne le sentiment à l'opposition qu'il y a un loup, du moins qu'il y a une stratégie derrière. Voilà. Moi, quand on parle de diaspora, ça me dérange à plusieurs titres, parce que ça crée deux catégories dans la population camerounaise. Nous avons une nationalité qui est unique, que je sois en France
au Cameroun ou ailleurs, je n'ai qu'un passeport camerounais. Donc, il n'est pas marqué dans mon passeport que je suis de la diaspora, il est marqué que je suis camerounais. On peut être un Camerounais de l'intérieur ou un Camerounais de l'étranger, ça revient au même. Il n'y a pas de sous-nationalité. N'ajoutons pas à la crise dans les régions anglophones, la crise des Camerounais de l'extérieur. Nous sommes tous Camerounais. Je pense que c'est ça qui est le plus important et l'Union africaine l'a sacralisé en créant la 6e région, qui est la région de tous les Africains qui sont à l'extérieur. Donc je pense qu'il faut sur ce point, les termes sont importants, ils ont leur force et il faut donner cette force-là aux termes. Nous sommes des Camerounais de l'extérieur. Le président de la République est venu en France, il n'y a pas si longtemps de cela, il y a une dizaine d'années à peu près, pour expliquer aux Camerounais que la situation qui a précédé son élection était celle de Camerounais qui vivaient à l'extérieur et qui ne pouvaient pas avoir une autre nationalité au-delà de la nationalité camerounaise. Donc dès que vous preniez la nationalité d'un autre pays, vous perdiez automatiquement votre nationalité camerounaise. Il faut, oui, là aussi c'est un décalage, mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est remettre de l'ordre là-dedans. On est aujourd'hui dans un monde, dans une planète qui est hyper mondialisée et où les gens bougent. Et donc, il serait normal que les Camerounais, comme la plupart des pays africains, il n'y a que 3 pays en Afrique aujourd'hui où encore il existe cette nationalité exclusive. C'est le Cameroun, l'Algérie et la RDC. Il faut abolir cela. Il faut arriver à donner le droit aux Camerounais d'avoir plusieurs nationalités. Ça leur facilite leur déplacement vers le Cameroun, ça leur facilite la contribution à l'économie et à la vie du pays et ça évite surtout la stigmatisation. Donc, une fois qu'on a dit cela, je pense qu'il est important, et dans le discours, c'est cela qui m'a également marqué. Le président stigmatise la diaspora et envoie des émissaires vers la diaspora. Il y a une contradiction dont le sens m'échappe. Donc, pour ça, le premier pas doit être fait par le gouvernement camerounais en créant un cadre qui permet aux Camerounais de l'extérieur de rester dans la fierté et la citoyenneté du Cameroun. C'est la première chose, qu'il y ait une représentation des Camerounais de l'étranger, qu'il y ait une possibilité pour eux de pouvoir continuer de jouir de leur nationalité. Alors l'idéal serait quoi? Qu'il y ait des élus de la diaspora, par exemple? Il doit y avoir un conseil, il peut y avoir des élus. Est-ce qu'on arrivera à se mettre d'accord pour désigner des élus? Comment font les autres? Comment font les Marocains? Comment font les Sénégalais? Comment font les Maliens? Mais en fait, lui vient de souligner un problème essentiel de la diaspora aujourd'hui, c'est cette organisation-là, cette structure-là. C'est-à-dire des gens chez qui on peut aller s'adresser pour qu'ils nous écoutent. C'est pour ça qu'il y a plusieurs groupuscules qui naissent un peu de partout, on ne se retrouve pas là-dedans. Moi, je pense qu'il a tout à fait raison, mais on est capable de faire ça. Nous sommes des Camerounais, nous aimons notre pays, nous sommes des patriotes pacifiques, on a envie que notre pays avance. Je pense que si on nous offrait la possibilité de construire un cadre structuré pour cette diaspora-là, on le ferait et je ne suis pas pessimiste là-dessus. Dernière chose, quand on met la lumière, vous parliez d'un rapport de 200 contre 3000, quand on met la lumière sur les Camerounais de l'extérieur qui se comportent mal, est-ce que cela signifie que les Camerounais de l'intérieur se comportent mieux? Il n'y a pas de personnes en prison au Cameroun? Il y a des gens qui enfreignent la loi, y compris sur le territoire national. Donc, je pense que ce n'est pas nécessaire d'aller chercher... Ce n'est pas pareil. Non, entre aller casser les institutions d'un État, alors qu'on sait bien que les hommes sont juste éphémères, on a tous des contrats du terrain. Non, là-dessus... Et moi, je pense que c'est plutôt de ça qu'on parle. On n'interdit pas la diaspora de s'exprimer. Je comprends. Le discours de madame est relativement partisan. Non, pas du tout. Je ne suis pas. Non, elle n'est d'aucun parti, mais il a une forte odeur. Je suis juste clairvoyante. Non, voilà, votre discours a une forte... Non, sous couvert de neutralité. Sous couvert de neutralité. Ça fait 34 ans que je suis en France. Je n'ai pas de contact. Sous couvert de neutralité, votre discours est relativement partisan. Mais j'aime mon pays. Cela me permet de dire que quand on est donc dans la diaspora, on est forcément de l'opposition. Non, non. C'est ainsi que les Camerounais de l'extérieur ont jusqu'à présent été perçus. Ce que j'ai compris de notre ronde, enfin notre table ronde là, c'était un examen relativement objectif. Par-delà les adhésions partisanes. Mais qui ne doit pas forcément être consensuel. Non, on ne demande pas le consensus, mais on ne demande pas non plus une cécité. Il y a des faits qui sont gros comme le nez au milieu du visage. Et on ne peut pas préciser que tout ne va pas bien. Vivre sans les voir, c'est marcher les yeux fermés. Enfin, on dit de saluer les efforts qui sont faits pour qu'on apporter des solutions aux problèmes existants. On ne peut pas tout rejeter au Cameroun. Pendant des années, on a demandé, ça fait 3 ans qu'on attend que le président de la République s'exprime sur un sujet bien précis. Il est venu, il a parlé, il a pris 30 minutes de son temps pour s'adresser à la nation. C'est son travail, excusez-moi, mais c'est son travail, mais depuis des années, on attend ça. Vous n'allez pas saluer, c'est son travail.
pense Ce n'est pas un effort, c'est il son faut travail. soutenir les actions positives qui sont pour l'évolution du Non, Cameroun. il faut Pour la dire bonne- ce qui Oui. pourrait résorber le problème. Absolument. Parce qu'on est là, Madame, messieurs, se gratifier, être content de choses aussi simples, c'est donner le sentiment qu'il y a un satisfecit. Non, il faut pousser plus loin le C'est un penser. début de solution. C'était il y a 3 ans, les premières solutions. Alors je vous propose, vous savez quoi, je vous propose que l'on se revoie pour en parler tous ensemble, parce que hélas, on est pris par le temps. Et avant qu'on se quitte, on n'a pas pu recevoir sur ce plateau un sociologue que vous connaissez certainement, Raoul Kwichu, qui a écrit un ouvrage sur le Cameroun contre sa diaspora et qui détaille un certain nombre de faits. On lui a posé des questions sur effectivement le rapport entre le Cameroun et la diaspora. On va écouter, je vous dis merci beaucoup et je vous propose que l'on se revoie à l'issue justement de ce dialogue national pour en reparler de nouveau. Nous demandons la contribution de tous pour que ce soit un succès. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Y a-t-il des modèles de diaspora? Oui, bien sûr qu'il y a un certain nombre de nations dans le monde, y compris en Afrique d'ailleurs, qui déploient des trésors d'ingéniosité pour mêler leurs expatriés à l'effort de développement. La Chine, le Pakistan, l'Inde, le Mexique, et plus près de nous Camerounais, le Maroc, la Tunisie, le Ghana, le Sénégal, ne seraient pas ce qu'ils sont, ces pays-là, si les gouvernements successifs là-bas n'avaient pas, depuis les années 70 au moins, pour les pays asiatiques, considéré leurs diasporiques comme des troupes amies. Dans la mesure où cela n'échappe à personne, le monde dans lequel nous vivons est essentiellement régi par l'économie dite de la connaissance. Et lorsqu'on a envie de donner une chance à l'émergence d'un pays africain en particulier, on ne peut plus se contenter, comme les élites locales, les élites politiques, les hautes autorités administratives et économiques, campent, si vous voulez, comme à l'époque de nos aïeux, sur l'économie de rente, qui a largement montré ses limites au cours des dernières décennies. Lorsqu'on a envie de développer un pays, on va là où il y a les compétences, on se débrouille pour les mêler, les mêler au processus de développement. Et cela n'est pas ésotérique aujourd'hui, puisqu'on sait de très nombreuses feuilles de route pour l'engagement de la diaspora existent. Elles sont en accès libre, j'ai envie de dire. Il suffit souvent pour les gouvernements de déterminer les buts nationaux en termes de développement, de repérer les lieux où se trouvent les compétences nationales, d'aller les chercher. Il faut bâtir la confiance avec les diasporiques, il faut mobiliser les nombreuses parties prenantes en termes de société civile, en termes d'acteurs autochtones, c'est-à-dire les acteurs résidents, etc. Il faut, si vous voulez, trouver des relais au niveau des institutions internationales qui ont intérêt à ce que nos pays se développent, pour qu'on nous donne le coup de main technique et parfois le coup de main fiscal, etc., technologique, pour faire en sorte que les citoyens désormais mondialisés donnent quelque chose à leur premier pays qui leur tient à cœur. Il y a certains obstacles à franchir, l'obstacle de l'empathie, parce qu'au-delà de la discussion politique ou politicienne, il y a le rapport fraternel que les nations doivent engager, entretenir avec leurs ressortissants. Et ça manque beaucoup chez nous. Lorsqu'on décide de demander à des descendants de Camerounais de se souvenir que leurs ancêtres ont vécu quelque part et que leur avenir a quand même quelques liens avec le Cameroun, il y a quelque chose de l'ordre de l'humain dedans, de l'affect, et toute chose qu'on ne peut pas minimiser. Voilà. Je voudrais dire au nom du collectif des citoyens camerounais résidant en Belgique, engagés pour le développement, que nous avons été très sensibles à ce message important sur l'État à l'adresse de la nation camerounaise. Nous voudrions manifester notre satisfaction profonde pour ce grand dialogue qu'il convoque pour la fin du mois de septembre. Gage qu'il a toujours été la porte de la paix, et en ouvrant ce dialogue, en donnant la possibilité aux Camerounais, à tous les corps de la société, à s'exprimer à travers ce grand dialogue national inclusif, nul doute que la recommandation au sortir de ces assises
lui permettront de prendre des grandes décisions qui, à terme, concourront à détendre l'atmosphère sociopolitique dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et à asseoir davantage et renforcer, booster notre unité nationale, notre intégration nationale, notre vivre ensemble national, gage d'un développement périn de notre pays. En fait, nous sommes ici aujourd'hui pour répondre à la main tendue du chef de l'État qui a fait appel à la diaspora Mondovision pour que la diaspora l'accompagne pour le retour de la paix dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. C'est à cette occasion que nous sommes là. Nous profitons aussi aujourd'hui de l'occasion de dire au monde entier et à nos frères camerounais qui sont frères et sœurs au Cameroun que la diaspora belge, camerounaise en Belgique n'est pas que celle qu'on leur présente sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que nous sommes là et nous accompagnerons le chef de l'État jusqu'à ce que la paix revienne dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest. Je profite de l'occasion aussi pour faire appel à tous ces autres compatriotes qui n'ont pas encore compris qu'il est temps de nous rejoindre parce que là, la caravane de la paix est lancée. Merci. La motion de soutien que nous venons d'adresser au chef de l'État, c'est tout simplement une façon de lui signifier notre agréable satisfaction, faisant suite à son message de paix et des demandes de dialogue inclusif pour ramener la paix dans nos régions touchées, le nord-ouest, le sud, où nos frères souffrent énormément. Voilà. Et nous avons voulu signifier au chef de l'État que nous sommes contents et que nous sommes prêts à le soutenir et à le suivre, nous, membres de la diaspora, à qui il a fait appel. Je pense que... Et il était temps que ça arrive parce qu'il était temps de mettre fin à cette rhétorique toxique qui commençait à prendre forme, faisant croire que le chef de l'État est contre le dialogue, n'est pas un homme de paix. Je pense que cette demande au dialogue met fin à cette rhétorique toxique. Comme lui-même l'a dit, certains se sont osés à lui donner des injonctions. Écoutez, nous sommes prêts là maintenant et nous sommes derrière lui. Hein, vent debout, nous sommes derrière lui et toute force pour le soutenir. Voilà à peu près la teneur de notre message. L'invitation à la participation de la diaspora au grand dialogue national est accueillie avec beaucoup d'enthousiasme ici en Belgique. Le chef de l'État marque ainsi une forme de reconnaissance envers cette communauté de Camerounais vivant hors du Cameroun. C'est une occasion à saisir. D'abord, bonjour à tous nos compatriotes. Et, nous sommes venus apporter notre lettre de motion de soutien, à savoir le collectif des Camerounais engagés de la Belgique. Nous sommes venus apporter notre lettre de motion de soutien au président de la République, faisant suite à son adresse à la nation. Et nous sommes venus lui signifier notre grande satisfaction pour le discours qu'il a tenu et pour l'offre de paix et cette offre de grand débat national pour ramener la paix dans notre pays et pouvoir, paix qui est un facteur de développement certain. Et voyez-vous, sans paix, nous pouvons arriver à rien, nous en sommes convaincus. Je le constate, comme vous avez aussi pu le constater. Nous avons des frères qui sont très fâchés de l'autre côté, au nord-ouest, au sud-ouest, et certains, même ici à la diaspora, il n'empêche qu'ils restent nos frères. Et dans une famille, parfois, les gens peuvent être fâchés, mais il arrive un temps où si le père de famille dit, voilà, asseyons-nous autour d'une table et discutons, il est temps qu'on s'asseye et que nous discutons. Parce que nous ne pouvons pas continuer dans ce sens-là. Ça me fait mal, particulièrement, ça me fait très mal de voir que j'ai des petits frères dans le nord-est et le sud-est qui ne vont pas à l'école. Surtout ces enfants qui ne vont pas à l'école. L'école est la seule chance, aujourd'hui, vous le savez, pour que les gens puissent s'en sortir. L'école est la seule chance pour que les gens puissent s'en sortir. Et s'ils ne vont pas à l'école, on hypothèque de facto toute leur chance de pouvoir s'en sortir dans l'avenir. Mais où va-t-on comme ça? Ben alors, je peux comprendre que nous ayons ces frères, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'ils soient très fâchés. Il est temps que nous revenions autour d'une table et que nous discutions. Donc, j'accueille avec beaucoup de satisfaction cette offre réelle de paix, ce grand débat national inclusif dont a parlé le chef de l'État à son adresse à la nation. En fait, nous, Camerounais de la diaspora,
nous avons répondu à la main tendue du chef de l'État qui a sollicité pour une première fois la diaspora de participer au débat inclusif pour que la paix revienne dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Et c'est pour ça que nous sommes venus remettre notre lettre de soutien au chef de l'État par son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Evina Abe. Je le dis solennellement ici aux uns et aux autres qui n'ont pas encore compris que l'heure de la guerre est terminée, les enfants veulent aller à l'école. Nous avons l'occasion ici d'arrêter cette guerre. Nous sommes fatigués de cette guerre, qu'ils nous rejoignent parce que la caravane de la paix est lancée. Ceux qui pensent encore autrement doivent savoir qu'à un moment donné, il fallait que cette guerre s'arrête. Et je profite de l'occasion pour dire aux uns et aux autres, frères et sœurs qui sont encore au Cameroun, que la diaspora qu'on leur a souvent présentée sur les réseaux sociaux n'est pas celle-là. Une autre diaspora, c'est celle de nous autres qui voulons construire le Cameroun avec le chef de l'État. Merci. Ce que nous devons retenir en tant que Camerounais, c'est que la paix, c'est la condition première pour le développement. Le développement est notre vrai problème. Donc, dans ce sens, le collectif que nous représentons ici a décidé de soutenir le chef de l'État, refuser de se laisser distraire et de soutenir le chef d'État dans son effort pour la paix et le vivre ensemble.